Dans Patrimoine Passion, ce mardi, on se tourne vers ces investisseurs de plus en plus tentés par un retour à la terre. Je le disais, 2021 a été une année historique pour les céréales. 2287 millions de tonnes produites. Aujourd'hui, le secteur est très clairement sous tension. Je le disais, la guerre en Ukraine qui rend difficile les approvisionnements et les prix qui continuent leur envolée. Mais dans cet environnement incertain et complexe, le foncier rural pourrait justement tirer son épingle du jeu. On en parle avec notre invité. Benoît Leschenault nous accompagne, directeur d'AgriFrance chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Benoît Leschenault, un mot d'abord sur ce contexte très particulier. Comment vous expliquez aujourd'hui cette envolée des prix, mais qui a commencé bien avant la guerre en Ukraine Oui, tout à fait. En fait, début 2021, et depuis le début de l'année, en 2022, on a eu en fait tous les éléments d'un cocktail que l'on peut qualifier d'explosif sur le marché des céréales et notamment du blé. Malgré, comme vous l'avez indiqué, une très très bonne récolte, en fait, on s'aperçoit que les prix ont fortement augmenté. Ils avaient pris pour le blé environ 30% en 2021 et depuis le conflit en Ukraine, ils ont pris 40%. Donc on est passé à peu près de 140 € la tonne à plus de 400 € la tonne. Donc vous voyez que le marché des céréales et le marché notamment du blé n'est pas épargné par toutes ces tendances inflationnistes sur les matières premières. Donc, et là, on continue dans quel sens ? On continue dans quel sens ? Alors aujourd'hui, ça se stabilise un petit peu. Il y a eu notamment un phénomène de désorganisation des marchés, notamment en matière de logistique. On a beaucoup parlé des ports en Ukraine. Donc on sent que si la situation s'améliore légèrement, le marché pourrait se détendre. Autre phénomène assez important qu'il faut quand même signaler sur ce marché des céréales, c'est que, à la différence des années précédentes, la Chine a stocké à peu près 50% des stocks mondiaux de céréales et de blé. C'était ma question, en effet, pour expliquer à nos téléspectateurs, ceux qui nous regardent, qui ne savent pas forcément d'où viennent ces céréales. Les principaux pays exportateurs aujourd'hui, la Chine, c'est ce que vous disiez ? Alors, importateurs. Importateurs. Oui, importateurs, mais comme des pays traditionnellement importateurs, que sont les pays du Maghreb, et qui sont aujourd'hui ultra dépendants des importations et on a beaucoup parlé de l'Égypte, notamment. L'Égypte, qui est dépendante du prix des céréales. Et le marché français, alors on va rentrer dans ce détail-là aussi. Comment a évolué la production de blé, de maïs, de colza, de céréales ? Voilà, on en est où en France là-dessus ? Alors, je tiens quand même à rassurer vos téléspectateurs, pas de souci, pas d'inquiétude en France. On est un grand pays producteur avec un marché important, on exporte beaucoup. On a beaucoup parlé de souveraineté alimentaire. On pourrait se suffire. Oui. En France, il n'y a pas de souci particulier. Alors, il y a des tensions, notamment sur le marché des céréales, mais il n'y a pas de souci d'approvisionnement en France. Et l'investissement dans les terres agricoles, alors c'est un phénomène plus ou moins nouveau. Expliquez-nous depuis quand les investisseurs s'intéressent à ces terres agricoles. Alors, ce n'est pas un phénomène nouveau. Et en permanence, si vous voulez, sur le marché, environ 2% du foncier agricole français qui change de main chaque année. Ça représente un marché d'environ 6 milliards d'euros. C'est quand même pas rien, pas neutre, avec quand même plus des 2/3 des investisseurs qui sont des agriculteurs. Ça reste un investissement patrimonial, professionnel, agricole. Mais en plus de ces investisseurs traditionnels classiques, vous avez aussi des gens qui sont issus du milieu extérieur et qui veulent diversifier leur patrimoine, tout simplement. C'est un investissement qui manque de visibilité encore aujourd'hui, selon vous ? On ne pense pas à ça tout de suite, non, c'est bien ancré dans la tête des investisseurs ? C'est un investissement qui est peut-être moins connu que l'investissement viticole ou forestier, mais voilà, on est sur des marchés tout à fait sereins, avec une augmentation moyenne de 3 à 4% par an durant les 10 dernières années. Aujourd'hui, on a un prix du foncier qui oscille entre 5 et 8 000 € par hectare pour des qualités, on va dire, moyennes de foncier, ce qui est très peu cher par rapport à nos voisins européens. Voilà, vous allez par exemple en Belgique, le prix moyen d'un hectare de terre, c'est 55 000 € par hectare. Là où en France, on oscille entre 5 et 8 000 € par hectare. Et les investisseurs, donc non pas les agriculteurs, là en l'occurrence, de manière générale, ils en achètent combien des hectares ? Ça représente, alors pour les clients que l'on conseille chez BNP Paribas en gestion de patrimoine, on est dans une logique de diversification de patrimoine. On n'est pas du tout dans une logique d'investissement massif sur les terres agricoles comme on peut l'entendre. Ça peut représenter entre 5 et 30% du patrimoine d'un client.
là où un agriculteur, ça va représenter 80 ou 90% de son patrimoine. Et vous, pourquoi vous leur conseillez cet investissement-là? Alors, qu'est-ce qu'il y a de, je ne sais Oui. pas, même peut-être pour eux, de rassurant dans un bien tangible comme Oui. celui-ci, qui est la terre? On a vu que les marchés, et particulièrement les marchés des matières premières, sont sous tension, mais n'oublions pas qu'on est dans un contexte d'augmentation des taux, de retour de l'inflation. Donc l'investissement en foncier rural, et notamment l'investissement sur les terres, reste un très bon actif de diversification de patrimoine, de protection contre l'inflation, de plaisir aussi, il faut quand même le noter, le signifier. Et puis, ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, le côté fiscalité peut être intéressant en matière notamment de transmission de patrimoine. On va y revenir évidemment sur la fiscalité. Pareil, je me pose une question, c'est vrai qu'on n'a pas précisé ça. Que comprend cette appellation terre agricole? On a parlé des céréales, est-ce que c'est que ça? Alors vous avez les prairies, Ouais. les prairies naturelles avec l'élevage, qui sont, en fait, ces prairies, elles sont généralement décotées par rapport aux terres céréalières de 20 à 30%. Pourquoi? Parce que l'élevage, on en a entendu parler, a subi quelques crises durant les années précédentes. Donc il y a toujours une surpondération de la valeur du prix des terres agricoles céréalières par rapport aux prairies. Que faut-il regarder, pour ceux qui nous regardent justement, Benoît Leschenauve, que faut-il regarder impérativement avant d'investir dans une terre agricole? On regarde quoi? La région, le territoire, le produit, l'agriculteur qui est sur ces terres? Oui, alors si on est investisseur pur, il faut effectivement avoir de bons rapports avec son locataire, l'agriculteur. Donc il faut effectivement le rencontrer et puis que ça matche avec le propriétaire bailleur. Ça, c'est possible? Oui, c'est tout à fait possible. En ce moment, on a par exemple du foncier agricole à vendre. Mon travail, c'est de faire visiter bien sûr les terres, de conseiller les clients, mais aussi de faire rencontrer l'agriculteur qui est très content de trouver un investisseur pour porter le foncier. Mais que faut-il regarder? Il faut regarder avant tout la qualité du sol, le foncier, l'environnement climatique. Ça reste un investissement immobilier et comme tout investissement immobilier, il faut aller voir sur place. Vous parlez du climat justement à l'heure du réchauffement climatique. Je pense qu'on peut le dire. Comment on protège son investissement des conditions météorologiques qui, ces dernières années, ça a été un peu plus compliqué. Oui, alors j'aurais une petite préférence pour la moitié nord de la France, qui sera moins touchée par un phénomène de changement climatique que le sud. C'est un risque important? On peut le penser. Oui. En tout cas, il faut l'avoir à l'esprit et il faut regarder, comme tout investissement, quelle est la climatologie, la pluviométrie de telle ou telle parcelle agricole en France. Et ça, c'est votre rôle de conseiller justement en tant qu'expert, de conseiller vos clients là-dessus. Est-ce que c'est considéré comme un investissement responsable, l'investissement dans les terres agricoles? Pourquoi? Parce qu'on est sur du long terme. Oui. La durée moyenne de détention d'un actif en foncier rural et notamment un foncier agricole est de l'ordre de 2 à 3 générations. Donc aujourd'hui, quand on investit sur des terres agricoles, sur des vignobles ou autres, on en prend entre guillemets pour 25, 30, voire 70 ans. Donc c'est un investissement de long terme, de bon père de famille. On n'achète pas pour revendre tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper. Pour aller encore plus loin dans le responsable, est-ce qu'il y a une appétence justement des investisseurs pour les terres bio, par exemple? Je me pose la question. Oui, on a certains de nos clients qui nous disent, écoutez, je voudrais aider un jeune agriculteur, notamment qui se spécialise dans une activité bio, maraîchère ou autre, ou qui fait attention à l'environnement. Donc, Ça, c'est une vraie tendance, une vraie demande ou pas encore? C'est le début. C'est le début. N'oublions pas quand même que le marché est très tendu. On l'a vu, le marché des céréales est très tendu. Et malheureusement, le bio a eu un petit peu tendance dans cet environnement très tendu, sous tension, à être un petit peu mis et relégué à l'arrière. On oublie un peu le bio aujourd'hui. Il nous reste quelques minutes. Je voulais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur les avantages fiscaux d'un tel investissement. Dites-nous exactement quels sont les avantages. Alors, à partir du moment où vous acceptez de louer par bail à long terme du foncier agricole ou viticole d'ailleurs, c'est-à-dire sur une durée de plus de 18 ans, vous avez des exonérations patrimoniales en matière de transmission de patrimoine ou d'IFI qui sont de l'ordre de 50 à 75% sur la valeur. Donc ça, c'est un avantage conséquent. Oui. C'est conséquent. Qui vient en plus en fait de l'intérêt du marché. Donc il nous reste une petite minute, Benoît Leschenauve. Dernière question. Donc ce contexte un peu particulier, on l'a vu, propice, non propice à l'investissement aujourd'hui dans les terres agricoles. Voilà, qu'est-ce que vous nous diriez? C'est le moment, il faut attendre un peu. On en est où là?
Je pense que c'est un bon moment, un bon timing pour investir, indépendamment du marché des céréales qui est sous tension. Alors le marché des céréales est peut-être sous tension par des phénomènes et des événements conjoncturels. Ce qu'il faut voir avec l'investissement foncier agricole, c'est que, comme je l'ai dit, on est sur des investissements à très très long terme. Donc je pense qu'il faut plus regarder l'investissement agricole français par rapport à son environnement européen. Et on a vu que les prix étaient très satisfaisants en France. On va s'arrêter là-dessus, des prix très satisfaisants. Merci beaucoup, Benoît Leschenot, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, directeur d'AgriFrance chez BNP Paribas. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.